Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse, c'est le magazine dominical d'Equinox Télévision qui fait un zoom sur les principaux sujets qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à l'affaire du prétendu financement des partis politiques de l'opposition camerounaise par l'ambassade des États-Unis. Selon le journal La Météo du 25 juin 2018, eh bien, Peter-Henri Ballorin met à la disposition des principaux leaders politiques déclarés à l'élection présidentielle au Cameroun, notamment Joshua Ossi, Akere Mouna, Maurice Kamto, un pactole de 2 milliards 700 millions de francs CFA pour la campagne afin de mieux challenger Paul Biya. Si le journal Le Soir ou encore Sans détour sont sur la même lancée avec pratiquement la même titraille, comme si c'était passé le mot, eh bien, l'œil du Sahel paraît plus nuancé et interroge la nature des rapports entre ses opposants et les chancelleries occidentales. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun soupçonne des connivences et se demande si ces leaders se seraient précipités à aller à la rencontre, par exemple, des chefs traditionnels, si ces derniers les avaient sollicités. Et c'est à travers la nouvelle expression, entre autres, qu'on apprendra que les partis incriminés démentent l'information. Le journal du Carrefour Equinox à Bonakwamouan, ici à Douala, donne la parole au responsable du SDF qui explique que l'information sur la rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis et les 3 candidats de l'opposition est un gros mensonge. Un vrai jeu de massacre, conclut Mutation, qui propose au lecteur la cascade des démentis enregistrés après la publication de l'information sur le financement de l'opposition par l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Un ambassadeur qui, rappelle le journal, s'est déjà illustré il y a quelques semaines par une sortie très mal appréciée par le gouvernement lorsque le diplomate avait osé suggérer au président Paul Biya de passer la main. Dans cette sortie de Peter-Henri Ballorin, on pouvait également observer qu'il soulignait entre autres la responsabilité du gouvernement au sujet des assassinats ciblés ou encore des détentions sans accès à la justice. Allusion à peine voilée aux 47 personnes interpellées au Nigeria le 5 janvier dernier, puis extradées à Yaoundé et dont on était sans nouvelles depuis 6 mois. Le messager du mardi 26 affirme qu'ils sont bel et bien vivants. Mutation, pour sa part, précise qu'Ayoub Tabé, le leader du mouvement sécessionniste de l'Amazonie et des membres de son gouvernement ont rencontré des avocats du cabinet Mouna le vendredi 22 juin au secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus. On s'achemine donc, conclut la nouvelle expression, vers le début de la résolution de la crise anglophone. Le journal croit savoir que ce fléchissement de Yaoundé, ce sont les termes du confrère, rentre dans le cadre d'une série de mesures d'apaisement qui préparent le terrain à l'ouverture d'un dialogue avec les sécessionnistes. Vrai, faux, on le verra. Qu'est-ce qui peut justifier ce timing ? Pourquoi faut-il attendre 6 mois pour permettre aux personnes détenues de rencontrer leur conseil ? Faut-il y voir, comme le pense la nouvelle expression, un début de résolution de la crise anglophone ? Le gouvernement est-il en train de plier l'échine devant les multiples rapports et recommandations des organisations de défense des droits de l'homme qui, comme l'a mentionné Mutation, exigent le respect des droits de l'homme justement et précisément le droit à un procès équitable de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de cette crise anglophone? S'achemine-t-on vers la fin du mouvement sécessionniste, comme s'interroge le journal Le Messager? De manière plus sérieuse, de manière plus importante, quel peut être l'impact de ce nouvel épisode dans la résolution de la crise anglophone pour laquelle le gouvernement mobilise depuis pratiquement une semaine de l'argent dans le cadre d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence? Ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit de réponse qui reçoit sur ce plateau ce dimanche Maître Claude Assira, bonjour. Bonjour, M. Fangois. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci surtout à vous de votre aimable invitation. Vous êtes donc avocat au barreau du Cameroun, mais j'aime bien préciser que vous êtes également enseignant d'université. Je confirme. Merci donc d'avoir accepté de partir de Yaoundé pour participer à cette émission. J'ai introduit également Bergéline Doumou. Bonjour. Bonjour Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi de m'avoir invité, convié à cette émission. Voilà, vous êtes également parti de Yaoundé pour revenir sur notre plateau. Infiniment merci. Je suis un peu embarrassé, je dois vous présenter peut-être comme
femme politique, militante du CPP. D'où vient l'embarras? Activiste politique. Militante politique. Membre du Cameroun People's Party. Voilà. Je dois quand même préciser, quand vous avez vu devant la scène, dans un certain nombre de mouvements, coordonnés par exemple le mouvement, je crois, de libération de Innomé Omessé, si je ne m'abuse, ou encore dans l'affaire Patrice Nganan. Effectivement. Vous faites bien de dire devant de la scène, et c'est une scène qu'on ne devrait pas occuper normalement par rapport à ces affaires, parce que au finish, quand on prend du recul aujourd'hui, on se pose toujours la question, pourquoi ont-ils été arrêtés, pourquoi ont-ils extradés, pourquoi En tout cas, dans tous les cas, vous avez entre griffes obtenu le gain de cause parce que ceux-là sont libres. Merci. Mais Virginie. encore, mais alors. Merci Virginie d'être venue sur le plateau de droit des réponses. Maître Julius Achour, bonjour. Bonjour Duval. Merci d'être venu. Le plaisir est le mien. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Effectivement. Et je ne peux pas éluder votre casquette d'homme politique, non. Aussi membre de la RDPC. Voilà, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Oui, ou le parti proche au pouvoir, c'est comme vous voulez. Edmond Kangia, bonjour. Bonjour Duval. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Alors, vous êtes journaliste et vous travaillez pour la Nouvelle Expression. Et il y a ce sujet que je voudrais vous proposer de décrypter très rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est en rapport avec ce coup de fil cet entretien téléphonique entre Paul Biya, président de la République du Cameroun, et Emmanuel Macron, président de la République française. C'était hier, 30 juin. Un entretien téléphonique dans lequel un certain nombre de questions ont été évoquées. Je vais d'abord sur la forme, avant d'évoquer peut-être un ou deux éléments dans le contenu. Qu'est-ce que cela peut expliquer? Qu'est-ce que cela peut traduire? Quel est le sens qu'il faut donner à cet entretien? D'abord, je salue tous les copanélistes. Et ensuite, je salue tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. En ce qui concerne ta question, je dois dire que c'est quelque chose de normal entre chefs d'État de s'appeler par téléphone ou alors d'envoyer des émissaires. Mais il faut le dire, dans le contexte sociopolitique actuel et dans le contexte international actuel, cela a beaucoup de sens, cet entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Paul Biya. Pour plusieurs raisons. Sur la forme, tu l'as dit, restons sur la forme. C'est important parce que c'est pratiquement à la veille du sommet de l'Union africaine qui se tient, le 31e sommet qui se tient ce dimanche à Nouakchott en Mauritanie. Et on sait que Emmanuel Macron devrait en marge de ce sommet rencontrer les chefs d'État qui ont des troupes dans la force G5 Sahel. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un événement grave, tragique ces derniers jours concernant le QG de cette force qui a été victime d'un attentat. Donc, il faut dire que le chef de l'État a donc eu cet entretien avec Emmanuel Macron. C'est une bonne chose parce qu'il est bon que les chefs d'État aient de temps en temps sur des questions d'intérêt commun, des discussions, des échanges. Et bien évidemment, on a évoqué un certain nombre de sujets qui ont fait partie justement de cet échange-là. La question justement de ce sommet de l'Union africaine, la question avec notamment l'enjeu des migrations. Et ça, c'est un sujet qui préoccupe particulièrement le président français. La question donc de la sécurité, notamment dans le bassin du lac Tchad, ou encore l'avenir de la francophonie. Effectivement, tous ces sujets sont, j'allais dire, prioritaires en ce moment, en ce qui concerne l'Afrique d'une manière particulière, mais aussi le Cameroun, pour ce qui concerne directement les questions concernant le bassin de lac Tchad et la lutte contre le terrorisme, parce que nous luttons officiellement depuis 2014 contre Boko Haram, et on sait tout le soutien que la France nous accorde dans le cadre de cette guerre-là. Il y a également, dans le cadre, je le soulignais tantôt, sur la lutte contre le terrorisme, l'attentat dont a été victime le QG de la force conjointe G5 Sahel, dans l'entretien selon les informations qui nous sont parvenues, dans l'entretien entre les deux chefs d'État, cette question a été un des points majeurs et les deux chefs d'État ont condamné cet attentat. Il faut le dire. Pour dire qu'en réalité, cette question va être également portée à l'ordre du jour des questions de conflit, de sécurité qui concernent l'Afrique au niveau du sommet de l'Union africaine. Mais il faut dire également, dans la lutte contre les terroristes, la France et le Cameroun sont main dans la main. Depuis, on s'en souvient, le discours que le chef de l'État avait tenu à l'ONU, qui disait en réalité que lorsqu'il y a un problème global, il faut apporter une solution globale. Et la France est
un des acteurs de cette solution globale à laquelle participent également les autres pays amis, membres de la communauté internationale. Ouais. Il faut dire, tu l'as souligné, la question des migrants également, ça concerne le Cameroun aussi. On a vu des Camerounais revenir de l'épisode libyen. Et cette question qui sera à l'ordre du jour également des questions majeures, même s'il est vrai que la lutte contre la corruption est le thème central du sommet de l'Union africaine, la question des migrants préoccupe également le chef de l'État camerounais, le chef de l'État français, notamment dans la question des solutions profondes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand débat qui concerne les pays africains. Comment faire pour que les migrants ne quittent pas l'Afrique ou les autres pays pour atteindre l'Europe? Il faut donc trouver des solutions parce que ces solutions devraient permettre d'avoir une sérénité aussi bien pour les pays africains que pour la France, qui très souvent, comme les autres pays européens, sont envahis donc à la suite de ces migrations. Tout à fait, Juval. Pour terminer mon propos, je ne peux pas ne pas en parler. Il faut le dire, il est probable que les deux chefs d'État aient évoqué des questions sécuritaires au Cameroun, parmi lesquelles la crise anglophone. Mais sur ce point majeur, on n'a pas beaucoup d'informations. Merci donc pour cet éclairage, Edmond Kamgia. Maître Claude Assira, le journal Le Messager, en début de semaine, titrait « Ils sont bel et bien vivants ». Ils sont bel et bien vivants. Est-ce que cela veut dire qu'on est désormais rassuré? J'imagine les familles des personnes interpellées depuis le 5 janvier dernier dans un hôtel à Abuja et qui étaient entre griffes au secret à Yaoundé depuis pratiquement 6 mois. C'est une nouvelle rassurante pour ces familles, j'imagine. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question, mais avant de vous répondre, permettez-moi de faire une grosse digression et de rendre hommage à la dame qui est avec nous. J'ai souvent été invité ici, j'ai été aux côtés de mon excellent confrère, Maître Achou, même si on n'a pas souvent défendu du même côté. On a quand même beaucoup d'estime mutuelle, l'un pour l'autre, également avec. Mais c'est la première fois que j'ai la chance d'avoir Madame Bergeline, et je dois dire que honnêtement, vous avez eu du mal tout à l'heure, mais c'est d'abord, avant tout, moi je l'ai jugé, je trouve que c'est une humaniste. C'est une femme. Il y a très peu de femmes de conviction. On les voit très très peu. Je trouve que c'est dommage pour la télévision déjà d'une façon globale et surtout pour la qualité de ce que ces dames peuvent faire. Je voudrais associer évidemment à cet hommage sa présidente, Madame Kawala. Voilà, tout à fait, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'approcher. C'est vraiment des femmes de valeur. Et c'est bien que vous puissiez leur donner un peu de lumière. Cela étant, je voudrais juste... Peut-être bientôt une carte de CPP, maître. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai eu beaucoup de... Alors là, je peux rassurer tout le monde, tout de suite. Ni le RDPC, où j'ai beaucoup de proches, d'amis, de famille, ni le CPP avec lequel je travaille et je vois beaucoup de leurs idées, leurs travaux, ni personne d'autre, individuellement ou dans le cadre d'un parti. Moi, je considère, et je ne veux pas faire de critique à qui que ce soit, que l'avocat, c'est d'abord la liberté. La liberté dans son esprit, la liberté de penser. Je ne veux pas que mon opinion puisse être enfermée dans une discipline, même si le mot discipline peut avoir quelque chose de favorable ou positif. Je considère que la discipline pour un avocat a quelque chose de péjoratif. Et puis il y a également que, de façon individuelle, j'essaye de participer à la réflexion comme enseignant. Je pense que quand vous avez une étiquette quelque part, quelle que soit la pertinence de l'opinion que vous allez émettre, on verra toujours d'abord avant tout votre appartenance partisane plutôt que la pertinence. Donc pour ces raisons-là, j'ai fait le choix, après mûre réflexion, de n'adhérer à aucune des propositions qui m'ont été faites jusqu'à présent. Donc bien que je les aime beaucoup, malheureusement, je n'aurai jamais une carte de ce parti-là. Neva, c'est Neva. Voilà. Sur la question. Alors, sur la question, je voudrais vous indiquer que il n'y a que ceux qui voulaient être inquiets peut-être, qui pouvaient l'être. Parce que nous avons dit dès le départ, dès qu'on a su, il y a eu 2 phases. La phase de l'interpellation à Abuja, et ensuite, à peu près, je crois, 2 ou 3 semaines au cours desquelles, effectivement, on n'avait aucune information, on n'avait pas de nouvelles. Où c'était le blackout total, aussi bien du côté du gouvernement camerounais que du côté du gouvernement nigérian. Et puis, il y a eu cette annonce qui a été faite le 27 janvier par ce communiqué, au cours d'une conférence de presse, par M. Issa Chiroma Bakari, qui nous a donc donné la possibilité à nous tous de savoir que, moi je pense en interprétant, sans les avoir vus physiquement, que je ne vois pas, quelle que soit
les dérives, quelles que soient les suspicions qu'on peut avoir, je ne vois pas un membre du gouvernement prenant la parole pour vous dire que les gens sont à la disposition de la justice sans pouvoir s'assurer de ce que on va pouvoir éventuellement le prendre au mot un jour, le juger à ses paroles. Donc je pensais déjà qu'à partir de cette annonce-là, il y avait de bonnes raisons qu'il y soit. Et puis j'ai également envie de vous dire qu'à titre personnel, individuel, même si j'ai été beaucoup critiqué, fustigé par un certain nombre de mes confrères qui, je pense, ont couru après l'ombre plutôt que derrière la proie, c'est que nous nous sommes rendus personnellement au CED, où ils avaient été conservés le 27 et ensuite le 28. Et au travers d'un certain nombre d'attitudes, de comportements de gens que nous avions rencontrés, nous savions que, même sans les avoir vus physiquement, ils étaient bel et bien là. Donc au niveau du témoignage de vie, même si ce n'était pas quelque chose de parfaitement pertinent, matérialisable et palpable, j'avais de bonnes raisons, vu quand même d'un certain nombre de connaissances et d'expériences des choses, j'avais la certitude qu'ils étaient bel et bien vivants. Après, il se posait peut-être la question de savoir dans quel état ils étaient, état physique et état moral, ça c'est venu plus tard, mais peut-être que notre émission nous permettra d'en dire davantage, mais sur leur vie, leur preuve de vie, personnellement, je pense que l'ensemble des indices que nous avions réunis, mis bout à bout, permettait de voir qu'ils n'avaient pas été avec certitude qu'ils étaient bel et bien vivants. Très bien. Gilou, il y a quand même la question de l'accès à la justice pour ces personnes, depuis qu'elles ont été interpellées, on l'a dit, c'était le 5 janvier dernier à Abuja, dans un hôtel au Nigeria, et puis depuis lors, il n'y avait pas eu beaucoup d'informations. C'est vrai que Maître Assira indiquait tout à l'heure qu'il y avait il y a eu une sortie du gouvernement à travers son porte-parole pour donner quelques assurances, et puis il y a eu des avocats qui ont échangé de façon, disons, informelle, avec, peut-être pas échangé, mais qui avaient des garanties de ceux qui étaient bel et bien vivants. Reste quand même qu'il y a ce problème d'accès à la justice. 6 mois après, est-ce que c'est pas trop long, de votre point de vue? Je dirais même, merci, je ne vais pas m'empêcher de remercier Maître Assira pour les mots qu'il a eu envers nous tout à l'heure, et je ferai pareil parce qu'il sait de quoi il parle, et le fait que nous ne soyons pas très souvent sur le média, vous savez très bien où nous sommes, Maître Assira, nous sommes beaucoup plus terrain que média, donc étant très pris sur le terrain, il faut aller au nord-ouest, il faut aller au nord, il faut que Maître Assira vienne nous sortir des cellules. Donc c'est pas toujours évident pour nous par la suite. Voilà, donc c'est pas très évident pour nous par la suite d'avoir un peu d'énergie pour venir discuter. C'est pas que vos médias nous ferment les portes, non, pas du tout, mais c'est dû au fait que nous sommes really busy et que la situation du Cameroun nous préoccupe. D'autant plus que on parle de ces prisonniers, de ces détenus. 6 mois, c'est 1 an pratiquement, c'est la moitié d'une année. Et c'est après 6 mois qu'on vient nous donner des bribes d'informations, ils seraient en vie, les avocats les auraient rencontrés, parce que moi je suis encore sur les auraient. Parce que Maître Assira ici, ils étaient les premiers, quand on nous a annoncé on les avait ramenés de Yaoundé sans qu'on ne sache comment et pourquoi. À aller faire la démarche pour savoir. Nous, pareil aussi, on a fait la même démarche et on n'a jamais pu rencontrer ces Camerounais et dont on nous dit détenus au CED. À quel niveau? Mais nous, au niveau du Camerounais commun et normal, je ne dirais même pas au niveau du CPP. C'est quoi cette méthode de fonctionnement? C'est quoi cette pratique? On a une constitution, on a un état de droit, on a une constitution qui en son préambule dit que il y a déjà un processus d'arrestation, et quand bien même maintenant les individus sont détenus par ils ont droit à un avocat, ils ont droit à un médecin, ils ont droit à la visite familiale, mais on n'a jamais eu ça. Et aujourd'hui, il faut que ce soit des bribes d'informations ou bien des personnes autres qui nous informent. Pourquoi ils n'ont pas eu accès à leur avocat depuis? Et on nous parle d'état de droit. I'm sorry. On ne doit pas être aujourd'hui en train de spéculer sur on les a vus. C'est que l'État doit nous dire pourquoi.
et comment ils ont été Est-ce que le pris à Abuja. caractère sensible, le caractère délicat de cette affaire ne peuvent pas justifier qu'on ait pris autant de temps justement peut-être pour collecter le maximum d'informations de cette affaire? Faut nous dire la sensibilité. Ces on messieurs parle quand même des personnes s'exprimaient. qui ont été interpellées au Nigeria et ils qui étaient au Nigeria dans un état de pour la droit. sécession du Cameroun. Effectivement, mais ils communiquaient. Ils étaient dans un état de droit. Et je crois, sans être... on est envahi là par les avocats. Il y a une démarche quand il y a même... on doit extrader des Camerounais. Il y a toute une procédure. Il y a tout un processus, il y a tout un process. Mais là, on s'est levé un beau matin et on nous a informé, ils ont été arrêtés. Et c'était... on jubilait parce que c'était un trophée de guerre. Pourquoi? Et donc, on demeure sur... Comment vous les avez arrêtés? Pourquoi vous les avez arrêtés? Et surtout, pourquoi vous les avez détenus aussi longtemps sans nous donner de l'information? Violation, une fois de plus, de ce qu'on appelle les droits de l'homme et de la Constitution. Alors, Maître Diouf-Sachou, est-ce qu'on peut donc conclure que sur cette affaire précisément, du moins pour cette première phase, entre l'interpellation de ces personnes au Nigeria et l'accès à leurs avocats depuis quelques heures, on peut penser que la justice a été mise entre parenthèses? Moi, je ne pense pas. Vous savez, en matière de sécurité d'un État, n'est-ce pas, les règles sont suivantes, très réservées. On ne respecte pas toutes les règles en la matière lorsqu'il s'agit de la sécurité de l'État. Deuxièmement, lorsque ça nous arrive, et on pense que les droits des gens sont bafoués, ce n'est pas au parti politique de s'y mixer. Je peux comprendre mon confrère, c'est un avocat des droits de l'homme qui part vers l'État pour demander mais qu'est-ce qui se passe. Mais à partir du moment où les partis politiques commencent à se poser des questions sur le problème des droits et le problème de sécurité des gens, je me dis mais ça ne va pas. Vous savez, au Cameroun, c'est interdit même aux avocats de faire ce qu'on appelle racolage. Cela veut dire que lorsque quelqu'un se trouve en difficulté, il a droit à demander le service d'un avocat. C'est à lui de chercher un avocat, pas le contraire. Donc, si ceux qui sont... Ah oui, c'est ce qu'on a semblé reprocher à Maître Assira. Effectivement. Bon, c'est un avocat, c'est un avocat, il est libre, n'est-ce pas, de faire comme il veut, mais chez nous, dans notre déontologie, c'est interdit. Okay. On ne part pas vers le client, c'est le client qui part vers l'avocat. Quand cela ne tienne, il s'est posé un problème. Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant? C'est pour chercher, n'est-ce pas, la solution. On nous dit que voilà ce qui s'est passé. Ils étaient dans un hôtel, on les a arrêtés. Qui a lu le dossier? Qui a lu le dossier pour savoir qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'abord, avec ça qu'on a d'abord... Comme pour dire que tant qu'il n'y a pas une enquête préliminaire avec un certain nombre d'instructions qui sont portées à la connaissance du public, il est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. C'est de la spéculation, mais là, tout ce que nous parlons, c'est de la spéculation. Mais jusqu'au moment où les gens vont entrer dans le dossier pour savoir ce qui s'est passé, à ce moment, n'est-ce pas, les choses seront claires. Mais il y a quand même des faits constants, hein, Maître Diouf-Sachou. C'est que, ils étaient au Nigeria, on les a arrêtés. Dans quelles conditions, ça, on dit qu'on ne sait pas. Et l'autre constant, c'est que depuis 6 mois, on n'a pas de nouvelles d'eux. Oui, non, vous n'avez pas de nouvelles. C'est pas tout le monde qui n'a pas de nouvelles. Jusqu'à présent, certains membres de leur famille ne se plaignent pas. Bon, c'est un membre de leur famille parce que la famille est claire. Certaines personnes ne se plaignent pas. Par exemple, je sais qu'il y a un confrère aussi qui est parmi ceux-là. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler. Le bateau dit que bon, j'ai mon confrère qui est en détention, n'est-ce pas, je n'ai pas accès à lui. C'est au patrouiller de l'ODI. Bon, quand le bateau ne le dit pas, qui est l'officiel qui peut dire, entre nous les avocats, parce qu'il y a un avocat par et l'épouse qui s'était en train de n'avoir pas de nouvelles de son mari, c'était pas sa famille? S'il vous plaît, madame, lorsque vous parlez, je n'intervenais pas. Vous avez l'occasion de parler, je parle de ce que je pense. Vous avez pas mal de partis politiques, vous voulez aller vous immixer dans une histoire des droits de l'homme. Ok, allez-y. Quand vous allez vous buter avec un problème, vous vous trouvez en cellule, vous demandez à mettre un cellule, vous sortir, c'est pas mauvais. C'est une bonne guerre. Mais il faut noter que ici au Cameroun, tout le monde se permet de faire, n'est-ce pas, tout le monde pense qu'il est avocat, tout le monde pense qu'il est policier, tout le monde pense qu'il est président, tout le monde est politicien. Il faut laisser, n'est-ce pas, les professionnels font le travail. Alors donc pour vous, il faut attendre effectivement l'ouverture. Il faut le faire. Pour avoir des informations et savoir. La lutte des droits de l'homme est une lutte à perpétuité. Ça ne peut pas s'arrêter à un seul jour. On va lutter pour les droits de l'homme jusqu'à la fin de nos vies. Okay. Donc il ne faut pas qu'on soit précipité dans les actions.
Pourrez-vous juste me permettre, je voudrais me réjouir de l'occasion que m'offre mon excellent confrère, Maître Julius Sachou, pour dire que depuis que cette crise a commencé, les avocats, je voudrais juste signaler que les avocats ne peuvent pas prétendre être en dehors de cette crise, puisque, qu'on le veuille ou pas, l'histoire retiendra que c'est d'abord au sein de la corporation des avocats que la crise a commencé. Tout à fait. La revendication de départ a commencé. Et dès l'origine de cette crise, le barreau a pris un certain nombre de dispositions, dont la mise en place à l'intérieur de la commission des droits de l'homme d'une cellule particulière qui concernait le cas de la crise anglophone. Et je voudrais juste peut-être donner l'information à mon confrère. J'ai été chargé de diriger cette cellule. Par conséquent, les 3 procès, les 3 vagues de jugements qui sont intervenus aujourd'hui, d'abord s'agissant des leaders, puisque les Agbor Bala et autres, nous en étions à ce titre-là, en cette qualité. Je voudrais juste préciser qu'il s'agit d'une activité entièrement bénévole, totalement bénévole, pro bono. La deuxième vague également, dont on a eu la décision il y a à peu près 2 semaines, et là effectivement j'ai retrouvé mon confrère comme contradicteur, nous avons également eu l'occasion d'intervenir exactement dans les mêmes conditions, et nous pensions que la question des droits de l'homme devait concerner l'avocat au tout premier chef, lorsque on a des doutes sur ce qu'une personne privée de liberté, je voudrais juste indiquer à mon confrère que la liberté vient en deuxième lieu des valeurs qui sont attachées à l'individu après la vie. Peut-être en troisième, puisqu'il y a l'intégrité physique également. Et que là, par conséquent, la commission des droits de l'homme, qui, une fois encore, devait se mettre en œuvre, a chargé donc un certain nombre de personnes pour pouvoir y assister, outre le fait que quelqu'un d'autre avait également fait la même démarche pour nous. Donc, ce n'est pas une action en violation. En fait, c'est pour dire que de la déontologie. D'accord, ok. Ça n'a pas été mis en parenthèse. Parfaitement. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est bien compris. Je voudrais également indiquer qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils ont bel et bien rencontré des avocats. Personnellement, je n'ai pas pu y aller récemment, mais ils ont, ça c'est une confirmation, une certitude, puisque dans le pool de réflexion où nous sommes jusqu'à présent, il y a des certitudes et des comptes rendus, ils ont bel et bien rencontré des avocats. Cela vous rassure peut-être nettement mieux, hein, Virginie Domou, en attendant de la parole à... Au contraire, je suis plus que inquiète. C'est 6 mois qu'on a arrêté des individus et qu'on nous a pas... Personne ne savait où ils étaient. On nous l'indiquait, ils sont au 7 et personne n'avait mis l'œil sur eux et ça inquiète beaucoup dans un tel état de droit. Quand on lit ça aux autres affaires qu'il y a eu au Cameroun, déjà dans la forme et la manière des arrestations, la détention des individus et même par la suite, les procès, comment les procès se déroulent. Donc, se réjouir qu'on les a retrouvés. Pourquoi on doit se réjouir quand un État a arrêté ses enfants? Pourquoi on doit se réjouir qu'ils viennent 6 mois après nous dire que les voilà, on peut les rencontrer. Au moins, on sait qu'ils sont vivants et que probablement dans les jours à venir, ils vont être... Non, Duval, arrêtons de dire au moins on doit. On a un État, c'est un État de droit quand même. Pourquoi nous devons être sur le on doit être dans des spéculations. Vous avez arrêté des individus, votre constitution dit que quand un individu est arrêté déjà dans une certaine condition, les gens, les Camerounais, les membres doivent savoir. Oui, mais Maître Julius indiquait tout à l'heure qu'il y a des situations liées à la question de la sécurité de l'État. Et notamment dans ce cas, c'est lesquels? Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe aussi dans l'angélisme, parce que c'est bien d'être marié, mais vous avez des maris qui sont des sources de malheur pour leurs épouses. C'est bien d'avoir des pères, un père, mais il y a des papas qui sont aussi des sources de malheur. Et on est dans une famille, il y a des enfants qui ne respectent pas toujours le bon ordre. Je ne comprends pas votre métaphore, maître. Alors, voilà. Je voudrais juste indiquer que il peut arriver que dans une société normalement organisée, que ceux qui sont considérés comme étant nos enfants soient des enfants turbulents, un peu trop turbulents, et que par conséquent, on soit amené à s'interroger sur la façon dont ils ont été amenés à faire un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que le terrorisme se traite de façon particulière dans tous les pays, même les pays qui sont démocratiques. Mais dans tout, aujourd'hui, le droit pénal moderne exige un équilibre entre la protection de la société et la protection des droits. Et là, je rejoins alors parfaitement Bergeline pour dire qu'en l'espèce, 6 mois, ça a été un délai anormal
pour permettre à ces personnes-là de pouvoir exprimer les droits qui leur sont reconnus. Il y a une loi au Cameroun. Ce n'est pas une question d'avocat qui vient pérorer simplement. Il y a une loi au Cameroun. Et quand la loi a voulu interdire un certain nombre de droits à ces personnes, la loi a par exemple fixé le délai de garde à vue à 15 jours, alors que le délai normal, il est de ou 24 heures ou 48 heures. On leur a donné 15 jours simplement. Donc la loi a mis en place des règles dérogatoires. Mais la loi n'a jamais supprimé le droit pour ces personnes-là de voir les membres de leur famille, de voir des avocats, de pouvoir entrer dans le circuit normal de la justice, ce qui a été le cas, à mon avis, beaucoup trop longtemps pour pouvoir justifier uniquement la sécurité du pays. Et je suis nullement en train de dire que les Camerounais qui ont été arrêtés, je ne suis pas en train de les blanchir ou bien je les prends pour... Mais vous dites qu'on doit respecter les textes tels qu'ils se présentent. Oui. Et cela garantit les libertés individuelles. Tout Effectivement. Alors, et parlons de Guantanamo aux États-Unis. Quels droits ils ont là-bas? C'est parce que, en matière de sécurité, il y a certaines règles qui sont bafouées. Intentionnellement, n'est-ce pas, pour protéger un certain nombre de choses, un certain nombre de valeurs dans un pays. Lorsqu'on regarde un pays, on ne regarde pas le pays seulement sur la base des individus. On regarde ça sur la base de la globalité. Qu'est-ce qu'il faut pour ce pays? Est-ce qu'il faut sacrifier ces petits ou bien il faut les protéger, n'est-ce pas, en sacrifiant la majorité? C'est comme ça qu'on pense dans ces pays. Pas sur la base des individus. Aux États-Unis, qui est la liberté, le pays de la plus grande liberté de ce monde, il y a des prisons, n'est-ce pas, auxquelles on ne rend même pas visite. On ne sait même pas qui est là, qui n'est pas là. On ne vous dit pas ce qui se passe. Il n'y a pas de corps rendu, rien du tout. On ne vous dit pas comment on les a arrêtés. C'est un raccourci. N'est-ce pas, ça doit être particulier. Ça doit être différent. C'est en matière de sécurité, la loi est tout souvent, n'est-ce pas, mise de côté. Wow. J'ai dit que c'est un raccourci qui ne comprend pas très bien. Vous allez prendre la parole tout à l'heure sur la question, mais Edmond, peut-être au-delà de ce sujet, puisqu'on ne va pas s'éterniser là-dessus, qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier le timing? Quand je dis timing, c'est quand même que depuis 6 mois, on n'a pas de nouvelles, et puis du coup, on dit, bon, ils ont accès à leur avocat. Est-ce qu'il y a un agenda du gouvernement? Est-ce que c'est la conséquence de la pression internationale à travers les rapports et les recommandations des organisations de défense des droits de l'homme? Est-ce qu'il y a un lien, comme a semblé l'indiquer Mutation, avec le plan d'assistance humanitaire d'urgence qui est en même temps en train d'être lancé? Duval, il y a un peu de tout de ce que tu as dit pour expliquer le fait qu'aujourd'hui, les proches ou les avocats soient capables, soient en mesure de rencontrer Ayoub Tabet Sissikou et les autres. Mais d'abord, il faut le dire ici, il faut reconnaître que les droits de ces Camerounais ont été violés sur le plan constitutionnel. La Constitution du Cameroun garantit le droit de tous les citoyens, le droit à la vie, le droit à la liberté. Il y a des lois catégorielles, spécifiques, qui encadrent leurs droits. Et Maître Assira l'a suffisamment étayé ici, sur ce plateau. Je voudrais dire, pour répondre à ta question, que la première chose, c'est que la décision qui a été prise est une réponse directe à un certain nombre de pressions venant de l'extérieur, notamment les rapports d'Amnesty International, les rapports d'International Crisis Group, la pression au niveau des Nations Unies, qui aujourd'hui suivaient de près la situation au Cameroun, en ce qui concerne la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce qu'ils ont une mission humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest en ce moment, au moment où je vous parle, et ce qui explique en partie le plan d'assistance humanitaire d'urgence du gouvernement. Il faut dire également que Ayoub Tabet Sissikou, si aujourd'hui on peut lier le retour à la règle du droit, parce qu'il faut le dire, Maître Achou, welcome to the rule of law, parce que nous, maintenant, c'est le retour à la règle du droit. Et c'est une forme déguisée de mea culpa. C'est que peut-être le porte-parole du gouvernement n'a pas le courage de dire que nous reconnaissons que nous avons fauté. Mais intellectuellement, il faut apprécier cela comme une forme de mea culpa du gouvernement qui reconnaît enfin que la situation qui a prévalu de janvier à ce jour n'est pas la meilleure qui soit en matière de respect des droits de l'homme. Mais vous avez des confrères qui ont expliqué dans le sillage du développement de cette actualité qu'on ne peut pas se lever un matin et puis ouvrir un dossier comme ça sans avoir collecté le maximum d'informations qui permettent d'enclencher l'instruction judiciaire et donc de déboucher sur un procès réel, équitable, dans le strict respect du droit de la défense et tout ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres textes indiquent. Si tel est le cas, c'est encore plus inquiétant. Voilà. Cela signifierait qu'on les a fait arrêter, on les a fait venir, on les a fait revenir au Cameroun dans les circonstances que tout le monde sait, en violation totale
du droit international humanitaire. Il dit c'est encore plus grave. Moi, je pensais, d'après ce que j'entends du gouvernement, notamment du porte-parole ou des autres membres du gouvernement, qu'ils ont été interpellés parce qu'ils sont présumés terroristes. Mais sur ce plateau, j'ai écouté à travers Maître Achou qu'il est possible qu'il y ait une atteinte à la sécurité de l'État. Puisque selon lui, il y a des pays où des gens sont interpellés et gardés comme en Guantanamo et on peut violer leurs droits à dessein, à souhait. Mais je suis beaucoup plus inquiet quand c'est certes l'avocat du gouvernement qui parle ainsi, mais en même temps... Je ne suis pas l'avocat du gouvernement, cher monsieur. Non, vous êtes je parle en tant qu'avocat. Avocat à la défense, vous défendez l'État du Cameroun. Vous êtes le contradicteur, Maître Assira, il me semble. Non, dans ce dossier. Nous ne sommes pas ici dans le Non, je dis que... dans le cadre d'un procès. Ok, tout à fait, ce n'est pas un procès ici. Nous débattons, nous discutons. Oui. Je dois simplement dire que je suis ahuri. Parce que, au-delà du fait que... Non, oui, c'est mon droit, c'est mon droit. Parce que, il me semble que le premier document, j'allais dire, que chaque Camerounais doit brandir, en tout cas tous les citoyens dans chaque pays, c'est la Constitution. Ensuite, les autres textes nationaux, les lois, qui découlent de la Constitution, qui protègent les droits de l'homme. Et ça, c'était important à souligner. Avant de revenir sur il faut imaginer, il faut dire quelque chose. Vous voulez dire que les droits, n'est-ce pas, les droits fondamentaux dans le Constitution ont été bafouillés. Bon, regardons dans sa globalité, laisse les spécifications. Regarde sur le plan général. Ils étaient où? Au Nigeria. N'est-ce pas? Vous pensez que le Cameroun, l'armée camerounaise peut quitter le Cameroun, s'en va au Nigeria, prendre les individus, les ramène dans les avions, les ramène au Cameroun pour les mettre devant la justice camerounaise, sans qu'il y ait de préalable? Le pays, ce n'est pas fou. Il faut, je vous dis, la Cour des droits de l'homme, s'il vous plaît, madame, vous avez le droit de faire comme ça. Allez-y, maître. Le tribunal des droits de l'homme à Lagos vient de libérer, n'est-ce pas, le maire de Dakar, qui a été en détention chez eux après les élections, je crois, législatives ou quoi là. On veut le libérer. Donc c'est au Nigeria, ça s'est passé au Nigeria. Ça c'est le même pays dans lequel on a pris les individus pour les ramener au Cameroun. Vous pensez que la loi n'a pas été désespérément de le faire? C'est pour raison que je vous dis encore, je vais répéter. Avant de prendre position dans ce genre de dossiers, il faut d'abord avoir l'accès à ces dossiers pour lire ce qui est dedans, pour savoir les contours, pour savoir ce qui s'est passé avant de parler. Laisse ta spéculation, s'il vous plaît. Bergine Domon, on va dans quelques secondes sortir de ce premier thème. Sur le timing, vous voyez quoi de façon prioritaire par rapport à ce nouvel épisode dans la crise anglophone? La pression internationale? La pression peut-être des médias? Ce gouvernement, je crois, ça fait plus de 30 ans qu'ils nous gouvernent. Et je crois qu'ils sont proprement dans leurs agendas. Qu'il y ait pression ou pas, ils étaient très conscients des pressions, ils étaient très conscients, mais ils sont dans leur logique qui est de, qu'est-ce que je vais dire sans être violente, qui est de mener à bien leur dossier selon leurs envies, selon leurs dispositions, pour justement continuer à garder le pouvoir, je vais dire ça comme ça. Et on est dans une crise, vous l'avez dit, on est dans une crise, dans la crise anglophone, et on y va encore de spéculation en spéculation. Donc de temps en temps, il faut jeter un peu d'os, arranger aux uns et aux autres, que nous restons là à le croquer pendant que eux, ils avancent. Donc, est-ce qu'il peut avoir... pression internationale, on en a déjà eu, c'est pas le premier dossier, donc ils sont dans la logique, dans cette logique qui est la leur depuis près de 30 ans. Donc, quand vous regardez le fonctionnement de ce gouvernement, quand vous êtes un analyste du Cameroun, rien ne devrait vous surprendre. C'est leur logique. Est-ce que vous avez le sentiment que ce nouvel épisode peut avoir un impact sur l'évolution de la crise sur le terrain? Non. Il ne faut pas parler de sentiments, il faut parler de ce qui est visible. Il y a une question que le quotidien Le Messager a posée cette semaine en développant cette actualité. Est-ce la fin du mouvement sécessionniste? Est-ce la fin des arrestations? Est-ce la fin des détentions des détenus de la crise anglophone? Parce qu'on parle des Ayouk et autres, mais il y a combien qui sont détenus? Au-delà de ceux qui sont détenus, la première vague, comme a dit Maître Assira, Akbobala, Mancho BBC et autres, quelle a été la suite pour les Mancho et autres? Ils sont condamnés.
Et toujours par rapport à cette crise. Pourquoi on avait libéré une première vague, on a continué, on a gardé jusqu'à condamner les autres. Pourquoi on continue d'arrêter? Parce que ça, c'est ce qu'il faut dire. Si aujourd'hui, on nous met le cas des Ayoub Tabé sur la table, les arrestations sur le terrain, c'est grave. C'est grave, je le dis, parce que nous sommes sur le terrain. C'est pas, il suffit de rire d'une certaine façon et vous êtes arrêté. Donc, vous avez l'air pessimiste, mais quel doute? Je ne suis pas pessimiste, Duval, pas du tout, je ne suis pas pessimiste. C'est la réalité du terrain, mon cher frère, c'est la réalité. Vous êtes dans un contexte, nous tous nous voyons, nous avons un gouvernement qui a eu les possibilités à chaque tellement d'opportunités de résoudre, d'arrêter, de au moins calmer cette crise qu'ils n'ont jamais saisie. Et aujourd'hui, ils reviennent avec. On a ce que vous pensez être des possibilités. Vous pouvez avoir accès aujourd'hui au Sissoukou, plan d'humanitaire, d'urgence, etc. Pendant que les armes tournent, pendant que les arrestations continuent, pendant que les déplacés internes se multiplient, pendant qu'on continue à affluer vers le Nigeria et d'autres dorment en brousse. Donc c'est dans ce contexte-là que vous commencez à analyser face à un gouvernement qui continue à dire voter son budget pour que la guerre continue, continuer à renforcer l'armée au nord-ouest et au sud-ouest, continuer à arrêter. C'est avec cela que vous pensez que cette crise... De votre point de vue, je veux dire, quelle allure ce procès pourrait prendre de manière à ce que cela puisse impacter positivement sur la résolution efficiente de cette crise? De ce procès. Ils vont faire comme ils ont d'habitude fait. Ils vont nous convoquer. Nous tous encore, on va courir au tribunal militaire. Ils vont fonctionner exactement comme ils le font. Nous sommes au tribunal militaire tous les jours. Des procès, bon, je ne vais pas parler même du cas, je vais encore parler même du fonctionnement, de déroulé de ces procès, mais peut-être Maître Assiraël là, je vois Maître Sapi qui... C'est le film, c'est du cinéma, et un mauvais cinéma, très mal écrit, très mauvais scénario, où même les avocats parfois se rendent à l'évidence, mais on est en train de nous mener en bateau en pleine audience. Donc, pensez que c'est un moyen ou bien une attitude de l'État de ce gouvernement pour pouvoir résoudre cette crise. Non, c'est pas ça du tout. Déjà que c'est elle le problème de la crise. Donc, elle ne saura être la solution et la solution ne saura venir d'elle. Merci. Alors, je vous donne la parole dans une minute pour votre conclusion. Le temps peut-être pour moi d'interpeller Maître Claude Assiraël. Vous êtes aussi pessimiste que Berger Ndoumou sur la question? Je crains que vous n'ayez un peu monopolisé le débat sur des questions d'opinion, parce que là on est dans le concret. Et moi je voudrais indiquer ma démarcation avec mon confrère Achou. D'abord, premièrement, ils sont présumés innocents. Il faut qu'on le dise. Notre pays n'était pas obligé d'adopter un code de procédure pénale qui est entré en vigueur il y a à peu près 10 ans. Et ce code, qui n'était pas non plus obligé de le mentionner, indique de façon expresse que toutes les personnes qui sont dans la machine judiciaire sont présumées innocentes, et il prend la peine de dire en phase d'enquête préliminaire, aussi bien en instruction que en phase de jugement. Donc, il le dit noir sur blanc. Ce qui est une proclamation solennelle à laquelle il n'était pas tenu. Donc, ces gens sont aujourd'hui présumés innocents. Quand vous les interpellez et que vous les mettez dans la machine judiciaire, même si on peut comprendre que pour des questions, s'agissant de questions sensibles, comme dit mon confrère, il soit nécessaire que le délai de garde à vue dépasse un délai qui est le délai normal, le législateur doit être là pour pouvoir encadrer. Et il a dit 15 jours renouvelables. Et c'est là où je vais faire une petite pause pour dire que c'est vrai que nous tous, nous avocats, nous sommes d'abord, qui sommes censés être les premiers gardiens de la liberté, on est responsable d'avoir pas vu la supercherie. Parce que quand on a dit renouvelable, personne n'a dit combien de fois ça devait être renouvelable. Tout à fait. Or, le gouvernement, lui, s'est engouffré dans la brèche et a renouvelé à l'infini. Sans cesse. Tout à fait, 15... C'est légal. C'était légal. Voilà. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'est légal. Donc, sur un terrain de la loi, cette façon de faire se révèle malheureusement être légale. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas sorti d'auberge. Parce que moi, quand je me retrouve maintenant comme citoyen, je me dis, pour application de la loi,
quel va être le résultat net comptable? À partir du moment où je sais que j'ai en face des gens qui se plaignent, à tort ou à raison, je ne rentre pas dans ce débat-là, d'être précisément méprisés au nom de la loi. Parce que le président de la République, il est élu. C'est la loi. Le président de la République a le droit de désigner des gens. Le président de la République peut, par l'Assemblée nationale ou les institutions, organiser la façon de gérer. Pourtant, ce sont ces mêmes institutions qu'il conteste aujourd'hui. Quand au nom de la loi, vous leur imposez une nouvelle contrainte anormale comme celle-là, quelle va être la répercussion à la fin? Au niveau des droits, c'est une catastrophe. Moi j'ai envie de, et je prends tout le monde à témoin, mon confrère aussi ici, quand pendant 6 mois, une personne n'a pas pu entrer en contact avec l'extérieur, lorsque vous allez finir par l'amener devant la juridiction pour être jugé, quelle est la crédibilité que vous allez pouvoir accorder aux aveux, aux affirmations qu'il va faire, même s'il il fait des aveux? Quel est le crédit? Donc, les droits de l'homme, c'est nul. Politique, c'est nul. Au niveau même de la justice en recherche, c'est nul. Donc, je ne comprends pas, honnêtement, quel a été l'objectif recherché pour pouvoir mettre ces gens au secret pendant si longtemps, alors qu'il était possible, même en prolongeant le délai de garde à vue, de leur permettre d'avoir les droits élémentaires que le législateur ne leur a pas retirés dans le cadre d'une loi qui se veut être une loi extrêmement sévère. Alors, Berger Domou, on va vous permettre de dire un mot et puis pour qu'on sorte de ce sujet. On demeure, comme on a dit. Vous avez indiqué tout à l'heure que pour ce qui concerne l'impact que cela pourrait avoir sur la crise, vous n'êtes pas optimiste? Oui, pas du tout. Et je suis obligée de dire ce que j'ai redit tantôt, c'est-à-dire que tout ça, c'est que ce soit qu'on nous serve de Ayoub Tabé aujourd'hui, qui ont rencontré les avocats, et Maître Assira, je vais encore revenir là, Maître Assira n'a pas rencontré ces détenus. Vous confirme qu'ils les ont rencontrés. Je parle de Maître Assira, voilà, qui n'a pas rencontré... Mais d'autres confrères les ont Oui, je parle de Maître Assira qui n'a pas rencontré ces détenus, et je suis inquiète, parce que pourquoi il ne les a pas rencontrés? Qu'est-ce qui s'est passé? That's the question. Je vais discuter avec lui par la suite. Et je continue à dire que quand on nous donne de l'os à ronger, comme ça, là, à chaque fois que ça devient un peu tendu, c'est le fonctionnement de ce régime. Et ce n'est pas ça qui va mettre fin à la crise anglophone. La crise anglophone, nous connaissons sa source. Nous connaissons ses racines. Ça, plus personne ne peut démentir au Cameroun qu'il y a ce problème et qu'il faille s'asseoir pour en discuter et trouver une solution. Sauf que ceux qui devraient s'asseoir, qui se mettent en avant comme porteurs de solutions de cette crise, sont ceux qui ont créé le problème et ne sauraient être la solution. Donc, ils sont out, totalement. Berger Domou, infiniment merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir participé donc à cet échange. On espère vous avoir très prochainement sur d'autres thématiques. Infiniment merci. Je rappelle que vous êtes militante du CPP, c'est le Cameroun's People Party. Maître Julius Sachou, peut-être pour sortir rapidement ce sujet et embrayer sur la deuxième thématique, quel pourrait être l'impact de ce procès, ou du moins comment voyez-vous le déroulement de ce procès? Quel est le schéma qu'il devrait prendre pour que cela puisse impacter de façon positive sur la résolution positive de ce conflit? Vous savez, moi j'ai toujours été libre, n'est-ce pas, dans ma tête, et je parle ce que je pense. Si vous remarquez, il y a cela presque 4 ans, j'ai toujours dit, les choses, cette crise va arriver parce qu'on a senti que les Anglophones sont un peu marginalisés, et lorsqu'on ne règle pas ces problèmes, ça va s'en venir avec le temps. C'est déjà arrivé. Moi, je vous rappelle que je suis parmi ceux qui ont toujours parlé de ça dès le départ. À mon avis, nous tous, tous les Camerounais connaissent ce que veut dire problème anglophone. Personne ne peut ignorer. J'ai toujours dit que le problème de ce pays, c'est les fonctionnaires. Les fonctionnaires gèrent mal un certain nombre de choses de ce pays. Et c'est ça qui nous fait mal. C'est ça qui nous fait mal. Et pour régler ce problème, le simple fait que certains parmi les anglophones ont pris les armes, je ne suis pas d'accord avec eux, parce que ce n'est pas ça la solution.
La solution était, n'est-ce pas, de continuer à parler de ça et voir dans quelle mesure ceux qui sont aux affaires est-ce que la manière d'organiser ce procès pourrait impacter, je veux dire, pourrait avoir une influence sur la résolution de la crise? Vous savez, en matière... Je pose la question parce que... Je suis avocat. Oui. En matière judiciaire, n'est-ce pas, je ne peux jamais spéculer. Parce que on ne peut jamais savoir ce que ça va donner en fin de compte. Parce que c'est la justice. C'est une question de preuves et contre-preuves, plaidoirie des avocats, ainsi de suite. Ça, c'est un jeu, ça, c'est autre chose. Il y a une dimension politique importante. Lorsqu'il a fait devant la justice, n'est-ce pas, on ne peut jamais être sûr de ce que ça va donner. Laisse la justice faire son travail. Mais sur le plan politique, c'est facile à régler cette histoire. C'est pas compliqué. Nous tous, nous connaissons le problème, nous connaissons la base, ça peut se régler. En dehors de la justice, là, on n'a pas besoin de la justice pour régler le problème anglophone. On n'a pas, à mon avis. C'est des individus, n'est-ce pas, qui font de telle sorte que ça ne marche pas. Et donc, on a remarqué que depuis quelque temps, il y a comme une forme d'extension de ce foyer de la crise, alors qu'on devrait être optimiste par rapport aux mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement, par rapport aux mesures qui sont déployées sur le terrain par Yaoundé pour tenter de juguler la crise. On a plus le sentiment qu'il y a comme une forme d'extension des foyers de la crise. On se souvient, il y a quelques temps sur ce plateau, on parlait des attaques à Banga. On a également lu cette semaine dans le journal Mutation qu'il y a eu une attaque à Babadjou. On vient encore d'apprendre que ce matin, il y a eu à Pendamboko une attaque d'une gendarmerie qui a été saccagée par des sécessionnistes, sans oublier d'autres informations venant par exemple de Mouya, dans le sud-ouest, où on parle d'une station qui a été attaquée. Est-ce que on peut penser que la manière d'organiser ce procès pourrait influencer sur les mouvements sur le terrain? Tout dépendra de la manière dont le gouvernement se prend pour gérer la crise anglophone. Je le dis pourquoi? Parce que le chef de l'État a un outil en or dans la Constitution qu'il n'a pas utilisé jusqu'à ce jour. Il peut décréter l'état d'urgence, parce que nous sommes dans une situation d'état d'urgence de fait. Il peut l'encadrer sur le plan juridique. Mais il peut mieux faire. Il peut utiliser l'article 9 de la Constitution qui lui donne la possibilité de décréter un état d'exception et de prendre des mesures exceptionnelles. Et ces mesures exceptionnelles ne sont pas que sécuritaires. Les mesures exceptionnelles peuvent être essentiellement politiques pour amorcer le débat, le dialogue national tant attendu. Le chef de l'État peut décréter l'état d'exception et prendre des mesures exceptionnelles. C'est ce que dit la Constitution. Et aller au-delà des mesures qui sont d'ordre sécuritaire ou la répression sur le plan judiciaire, parce que moi j'ai l'impression que c'est une forme de répression qui se poursuit sur le plan judiciaire. Ce qui m'amène à dire que ce qui se passe sur le terrain, à Fongo Tongo, à Babadjou, Pendamboko, en Banga, et qui risque de se reproduire dans les mêmes endroits ou ailleurs, peut effectivement, à travers le déroulé du procès d'Ayoub Sissekou, avoir une issue positive ou négative. Mais là, cela dépend de l'option, comme je disais tantôt, que prendrait le gouvernement. Si l'option est de décrisper, alors ça va peut-être diminuer. Mais si l'option n'est pas de décrisper et de faire essentiellement du sécuritaire, je crains fort que la situation aille d'escalade en escalade. Mais Maître Assira, est-ce que la justice pourrait être un levier de règlement de cette crise? J'espère bien. La justice a toujours été dans tous les pays du monde un levier. Et c'est pour ça que moi j'ai du mal à comprendre le peu de cas, le mépris que les autorités ont de la justice de ce pays, qui est pratiquement instrumentalisé et à qui on fait faire ce qu'on veut pour régler des questions d'opportunité politiques ou autres. Et je pense que là, c'est vraiment... Le président a employé une expression un jour en parlant de gens qui avaient des comportements dont ils ne mesuraient pas très bien la portée, en les appelant apprentis sorciers. Je pense qu'au gouvernement, on a beaucoup d'apprentis sorciers, malheureusement. Et cette justice, moi, je pense qu'elle est à double tranchant. C'est à la fois elle qui vient soigner les plaies, mais c'est aussi elle qui peut souvent être la cause de beaucoup de déflagrations. Parce que quand, dans tous les pays du monde, je n'ai pas la prétention de les avoir tous faits, mais il m'est arrivé déjà d'avoir exercé un peu ailleurs ou de lire, de me tenir simplement informé. Et vous pouvez vous en percevoir d'une chose, c'est que quelle que soit la couleur de la peau,
quel que soit le niveau social ou intellectuel, l'homme, l'être humain, a chevillé au fond de lui un désir brûlant, ardent de justice. Et quand il a le sentiment qu'il ne peut pas avoir de l'institution judiciaire le retour à son bon droit, on peut arriver, ça peut conduire à un certain nombre d'excès. Et malheureusement, on a pu le voir au travers de cette crise. C'est ce qui s'est passé. À titre personnel, moi je pense, si vous voulez mon avis, bien que je sois avocat, moi je pense qu'il faut un procès. Quel que soit le cas, il faut un procès. On a besoin d'un procès. Il y a le temps de la justice et il y a après le temps politique. Que ceux qui ont commis une infraction puissent être normalement jugés, et je le redirai toujours, qu'ils puissent recevoir de la justice le coup de semonce qui est nécessaire, mais qu'après coup, que s'inscrivant dans le champ politique, le politique qui, de mon point de vue, est aussi un peu à l'origine de cette situation, parce que je suis convaincu de ce que, si on avait accordé des droits, si on avait écouté, je ne vais pas reciter l'ensemble des revendications qui ont été faites au départ, mais si on avait juste été un tout petit peu à l'écoute, juste à l'écoute. On a un gouvernement d'autistes, de gens qui fonctionnent entre eux. Moi, je prends toujours l'exemple assez particulier de ce que on a un SMIC qui est dans ce pays à 36 000 francs. Pourtant, quand vous allez à Yaoundé, quand vous voyez le nombre de grosses voitures neuves qui circulent, je ne veux pas vous parler du scandale que nous avons tous vu le 20 mai, d'un véhicule flambant neuf, voilà. Toutes ces choses-là, les gens, ils les voient. Et ils finissent par les prendre comme étant une atteinte personnelle. Et forcément, on se rend compte que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas envie de travailler pour vous, mais ils profitent du pouvoir pour se servir eux et leurs proches. Ça veut dire que pour vous, donc, le schéma, c'est d'abord un procès équitable dans le strict respect des droits. Parfaitement, vous avez tout dit. Ensuite, tout à fait. Vous avez le politique qui intervient. Et s'il y avait éventuellement des condamnations, si la justice, après avoir effectivement fait son travail, mis en balance les éléments d'accusation et les éléments qui peuvent permettre de défendre, je doute fort qu'elle soit toujours équitable. Ceux qui veulent se tromper en faisant croire que le politique intervient, alors et derrière le politique, si la justice venait effectivement après un procès équitable, j'aime bien votre mot, je le reprends volontiers, après un procès équitable, a effectivement reconnu la culpabilité et a condamné conformément à la loi, alors à ce moment-là, le travail du politique peut éventuellement se mettre en œuvre pour permettre de pacifier les choses et retrouver la paix sociale dont on a tous besoin. On accueille sur ce plateau Maître Lavoisier Sapi. Bonjour, Maître. Bonjour et bonjour aux copanélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision, et particulièrement du programme Droit de réponse. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes également homme politique, vous êtes militant du Social Democratic Front, principal parti politique de l'opposition. Avant de vous interroger sur le deuxième sujet, d'abord sur cette question-ci, est-ce que vous avez le sentiment que le précédent qu'on a obtenu dans les cas Borbala et Apolabiné et les autres, est-ce que cela peut inspirer, est-ce que cela est de nature à inspirer le gouvernement aujourd'hui dans la résolution de cette crise-là? Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement ou le président Biya a tiré profit de ces mesures-là dans la résolution de la crise? Parce qu'on a eu le sentiment à un moment donné que la libération de ces personnes qui étaient considérées comme certains leaders, comme des leaders dans ce mouvement-là, pouvait apaiser un tant soit peu les tensions. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que le gouvernement regrette un tout petit peu d'avoir pris ces mesures qui n'aient pas finalement influencé considérablement la solution à la crise anglophone? Ben oui, parce que je crois que le gouvernement a fait une très mauvaise gestion judiciaire de cette crise anglophone. Il vous souvient que au début, c'est des personnes qui avaient participé à des simples manifestations illégales, qui n'avaient rien brûlé, rien détruit, qui ne portaient aucune arme, qui avaient été arrêtés. Et par la suite, lorsque le chef de l'État a ordonné la libération de certaines personnes, des voix se sont élevées pour demander à ce que tous les détenus soient libérés. Parce qu'à l'époque, il y avait plus de 150 personnes qui avaient été arrêtées dans le sud-ouest et le nord-ouest, qui avaient été transportées à Yaoundé, qui étaient détenues pour certains au CEP, pour d'autres à la prison de Konengi. Alors des voix s'étaient élevées pour dire, si vous voulez que cette crise s'apaise et que on puisse amorcer le dialogue, il faut libérer tout le monde. D'autant plus que
j'ai participé à la défense de certains modérés devant le tribunal militaire de Yaoundé. J'ai des jeunes gens qui avaient été arrêtés simplement parce qu'ils portaient un tricot avec l'ancien drapeau du Cameroun, 2 étoiles, et qui étaient poursuivis pour terrorisme. Donc le fait de porter un tricot avec l'ancien drapeau du Cameroun qui avait 2 étoiles, pour eux, pour le pouvoir, c'était un acte de terrorisme. Et d'ailleurs, ces jeunes gens ont écopé de 10 ans de prison ferme parce qu'on leur reproche les faits d'apologie au terrorisme. Donc je pense que le gouvernement a fait une très mauvaise gestion de la crise et n'a pas su prendre à temps des mesures judiciaires. Ce n'est pas donc une mauvaise expérience qui peut-être pourrait ne pas inspirer le gouvernement dans les cas qu'on a en ce moment, dans les cas Ayoub Tabé et les autres qui sont là en attente de jugement. On aurait bien peur que la main de la justice soit lourde à ce sujet. Oui, en fait, vous allez constater que qu'on juge Ayoub Tabé et qu'on le condamne à mort, comme il risque la peine de mort et autres, ça ne change rien par rapport à la situation sur le terrain. Et je voudrais dire que tout à l'heure, vous avez débattu de leurs conditions d'arrestation, de leurs droits, etc. Moi, je pense que le blackout, la mise en quarantaine de la justice pendant 6 mois n'a aucune base légale. Ça, c'est la première chose. Aucune loi ne l'autorise. Ces messieurs ont été arrêtés en vertu de la loi sur le terrorisme. La loi sur le terrorisme dit que la procédure applicable en cette matière, c'est la procédure de droit commun. Donc, on revient au code de procédure pénale que le docteur Assira a si bien expliqué. Lorsque le code de procédure pénale dit quoi? Lorsque quelqu'un est arrêté, l'officier de police judiciaire ou les autorités qui les arrêtent, on lui pose d'abord la question, est-ce que vous avez un avocat? S'il dit qu'il a un avocat, on lui donne la possibilité d'appeler son avocat. Ensuite, il doit faire appel à un membre de sa famille pour que ce membre de la famille sache là où on l'amène. Ensuite, il a droit à un médecin, etc., etc. Parce que, comme l'a bien expliqué le docteur Assira, c'est la présomption d'innocence qui est constitutionnellement protégée. Mais maître Julien, donc, si ces droits n'ont pas été respectés, écoutez, si ces droits n'ont pas été respectés pendant la phase de l'enquête préliminaire, nous avons quelle preuve que la loi va être respectée pendant la phase du jugement? Alors, ça, c'est très important. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils ont été arrêtés en vertu de la loi sur le terrorisme. Oui. Mais comment vous le savez? Voilà. Si, Spéculation. c'est, écoutez, avant eux, d'autres personnes avaient été arrêtées. Et des mandats d'arrêt émis contre eux. On ne va pas discuter ici que des mandats. Ces mandats d'arrêt parlaient de quoi? Ces mandats d'arrêt leur reprochaient quel fait? On le sait. Chers confrères, je ne suis pas d'accord que vous venez devant la scène pour parler de votre dossier, n'est-ce pas? Si, tout à fait. C'est des dossiers politiques. Oui, c'est des dossiers politiques. S'il vous plaît, ça ne se fait pas. Si, c'est des choses que je... Mais j'ai dit des choses que j'ai vécues. J'ai dit des choses que j'ai vécues. Je n'étais pas là. Ne dites pas n'importe quoi devant la scène. Vous n'avez pas plaidé ce dossier. C'est Maître Mangwa et autres qui ont plaidé ce dossier. Finissez, Maître Zapi. Je dis donc que si ces messieurs n'ont pas eu droit au respect de leurs droits pendant la phase de l'enquête préliminaire, quelle preuve nous avons que leurs droits vont être respectés? Je vais vous dire une chose. Lorsque les premières personnes sont arrêtées dans le sud-ouest et le nord-ouest et transférées à Yaoundé, dès les premières plaidoiries, nous avons soulevé l'incompétence du tribunal militaire. Et ça, c'est parce que nous avons soulevé l'incompétence du tribunal militaire que très rapidement, on est allé modifier la loi, le pouvoir a modifié la loi sur la justice militaire pour rendre le tribunal militaire de Yaoundé maintenant compétent pour recevoir, pour juger les gens qui sont arrêtés hors de la ville de Yaoundé. Donc, vous voyez que le gouvernement va d'illégalité en illégalité. Et je ne crois pas que c'est parce que ces messieurs ont participé peut-être à des actes de sécession que nous tous nous condamnons, qu'ils ne sont plus des citoyens camerounais qui ont droit à une défense qui respecte les normes légales. Très bien. Alors, je vous relance, avant de donner la parole à Maître Achou, sur l'intervention des organisations de défense des droits de l'homme qui ont insisté sur la nécessité d'un procès équitable. Il y a eu en dehors des pressions internes, on a parlé de ces organisations internationales et surtout on a vu cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun il y a quelque temps, Peter-Henry Ballerin, qui indiquait qu'il pensait, entre autres, que le président Biya devait passer la main, mais surtout qu'il fallait que toutes les personnes incarcérées ou interpellées dans le cadre de cette crise-là puissent bénéficier d'un procès équitable. Alors, l'ambassadeur des États-Unis est de nouveau sur la sellette, je préfère dire lui, plutôt que le SDF et les autres, Maître Zapi. Cette semaine, on a appris qu'il a
offert ou octroyé, je ne sais plus très bien quel est le terme qu'il faut utiliser, si on prend le journal Sans Détour, ou si on prend la météo, ou encore il y a un autre journal, il y a Sans Détour, il y a Le Soir, voilà. Ces journaux ont indiqué que votre parti, le SDF, et les autres, le parti d'Akeremouna, en tout cas, que Joshua aussi, votre candidat, Akeremouna, Maurice Kamto, ont du mal à se partager les 2 milliards 700 millions de francs CFA que l'ambassadeur des États-Unis leur a donné. Avant de donner la parole aux autres, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Aujourd'hui, on peut dire que c'est vrai, c'est faux. Le parti a fait une sortie. C'est archi faux, c'est des informations ramassées dans les poubelles. Et vous allez voir que... Il y a quand même 3 journaux, hein, oui, le lundi, qui ont fait, leur grande une. Tout à fait. Ces journaux se sont tous trompés. Oui. Et pourquoi? Ils se sont trompés parce que ces journaux ciblent essentiellement les candidats à l'élection présidentielle concurrents du président de la République. Première chose. Deuxième chose, ces journaux sont financés grassement par le pouvoir. Il y a des cadres de la présidence de la République et des ministres qui financent ces journaux. Je ne citerai pas de noms, mais on connaît ceux qui financent ces journaux pour raconter ces histoires-là. Troisièmement, la sortie de ces journaux, la météo, Le Soir, la Nouvelle, cette sortie va en droite ligne de la première déclaration de l'ambassadeur des États-Unis qui a eu le courage de dire au chef de l'État ce que 95% des Camerounais souhaiteraient lui dire, qu'il quitte le pouvoir. Donc ça rentre dans le même cadre de la répression contre l'ambassadeur des États-Unis qui a osé quand même dire... Ah oui, ce qui peut justifier la une de mutation qui a parlé du jeu de massacre. Oui, et ensuite... comme pour dire qu'il y a l'ambassadeur qui a tenté, entre griffes, de massacrer le régime de Yaoundé, et maintenant il y a une occasion pour le régime de Yaoundé de massacrer l'ambassadeur. Étant intéressé, j'ai lu ces journaux. À cette réunion, il y avait le cardinal Toumi, il y avait le ministre Grégoire Ona. La réunion où on accuse l'ambassadeur des États-Unis d'avoir donné de l'argent à des... C'est la réunion du 10 juin. Oui. Il y a eu du RDPC. Il y a eu une réunion. Oui. Et ce n'était pas la première. C'était au moins la 3e fois que l'ambassadeur des États-Unis réunissait les opposants et le pouvoir et la société civile pour discuter. Bon, maintenant, lorsque vous lisez ces journaux, on ne vous dit pas est-ce que c'était de l'argent en espèces. On a remis à qui? On ne vous dit pas si ça a été un virement bancaire. Vous savez, dans notre pays, la loi sur les partis politiques interdit formellement aux partis politiques existants au Cameroun de recevoir un financement de l'extérieur. Tout à fait. Et si vous le faites, en même temps que le code électoral, si vous le faites, c'est une cause de disqualification de votre candidat. Je comprends que le SDF ayant investi Joshua aussi, le RDPC panique. C'est le désarroi total dans le camp du RDPC, qui estime que Joshua aussi met en péril la prochaine victoire du président Paul Biya. Depuis 1992, le SDF investit des candidats à l'élection présidentielle. Nous n'avons jamais eu recours à un financement extérieur pour financer la campagne de notre candidat. Pourquoi est-ce que c'est en 2018? Et puis vous voulez me faire croire, les journaux veulent nous faire croire que Joshua aussi lui-même est si pauvre qu'il ne peut pas financer sa propre campagne. Joshua aussi, c'est il n'a pas encore déclaré, c'est bien. Non, donc, je pense que ça a été tout simplement une manœuvre de diabolisation. Très bien. Des pouvoirs des candidats de l'opposition par des gens qui ont intérêt à maintenir Paul Biya au pouvoir pour continuer à piller le Cameroun, comme ils le font actuellement. Maître Dussacho, est-ce que vous vous sentez concerné par ces accusations de griffe du SDF qui pense que c'est le RDPC qui serait en train de manigancer dans l'ombre pour discréditer ses principaux partis politiques de l'opposition? Ce que dit la SDF, nous sommes en politique, n'est-ce pas? C'est un mensonge, n'est-ce pas, réaliste, sont acceptés. Cette abassée se trouve ici au Cameroun, non? Oui. Cela veut dire que si vous donnez le malheur, n'est-ce pas dans le CFA, ici au Cameroun, est-ce que vous avez de l'extérieur? Bon, ça, regardez même ça. Moi, ce n'est même pas le plus important. Parce que si on veut financer les partis politiques, il y a plusieurs façons de le faire. Pourquoi on en a peur? La politique, c'est l'argent. Si vous avez peur de l'argent, vous ne pouvez pas le faire. Un point, un trait. Vous savez, je sais qu'en matière de sécurité dans un pays, c'est l'État qui est chargé. Tant que l'État est là, l'État va s'occuper de la sécurité, n'en déplaise. Et l'État va faire ça de sa façon, même si vous ne voulez pas.
Si ces rumeurs sont des systèmes sécuritaires dans ces pays et ça tombe dans les journaux, on a publié. Mais pourquoi les gens on a peur de l'argent? On a peur de quoi? Mais on a constaté que l'ambassadeur des États-Unis est en train de vouloir s'immiscer dans la politique de ces pays. S'il sort... Il a dit dans sa mise au point... Oui, j'en reviens. Il sort d'une réunion avec le chef de l'État. Il commence à dévoiler ce qu'il a parlé avec le chef de l'État. Premièrement, ce n'est pas diplomatique, ça ne se fait pas. Deuxièmement, vous êtes là, ambassadeur. Vous n'êtes là seulement pour inviter les partis politiques de venir chez vous. Faire quoi? Mais il n'y a pas que... Vous êtes qui? Il n'y a pas que les partis politiques. Vous avez l'habitude d'asseoir en matière politique. Il n'y a pas que les partis politiques. S'il vous plaît, laisse-moi terminer. Vous êtes ambassadeur, donc vous êtes diplomate. Donc c'est des choses qu'on attend de vous dans un pays. Vous êtes venu pour soutenir un pays. Vous êtes là en train d'éviter les partis politiques. Quelle connotation vous donnez, n'est-ce pas, au public? Est-ce qu'un Camerounais peut faire ça? Inviter les ministres de Trump à l'ambassade du Cameroun à Washington pour parler de la politique américaine? Quelle est cette histoire-là? Rapidement. Non, vous savez, non. Moi j'estime que l'ambassadeur est en train de trop jouer son rôle, n'est-ce pas, de diplomate dans ces pays. Il faut qu'il se calme. D'accord. Francis Coq a fait la même chose il y a très longtemps. Oui, c'était en 90, voilà. Enfin dans les années 90, à la faveur de l'élection présidentielle. Il a été abandonné par son propre pays. Non, d'ailleurs, ça avait provoqué une crise diplomatique entre Yaoundé et Washington. Elle a dû être rappelée. Est-ce que très rapidement, en quelques secondes, Edmond Kamgia, est-ce que cela veut dire que cette attitude de l'ambassadeur traduit une forme d'ingérence dans les affaires intérieures de l'État? Parce que Maître Achou semble indiquer que ce n'est pas du rôle de l'ambassadeur de convier de temps en temps peut-être les formations politiques de l'opposition ou du pouvoir pour échanger des questions de politique nationale. Vous me voyez sourire, c'est parce que ça m'amuse. Cela fait partie des missions de toutes les ambassades au monde. Les intérêts des Je États-Unis. dis toutes les ambassades le font. S'il vous plaît, Toutes les ambassades, chaque mission, dans les missions d'information de toutes les ambassades. Écoutez, je sais de quoi je parle. Il est là pour défendre les intérêts des États-Unis. Toutes les ambassades ont le devoir, ont eu parmi leurs missions la mission d'information. Et celle d'information, dans cette mission d'information, il y a la possibilité de rencontrer les responsables de la société civile. Puisque l'ambassadeur doit collecter les informations. Écoutez, ne faites pas dans l'amalgame, Maître Achou. Je vous croyais plus sérieux. Depuis que vous parlez, je ne réagis pas. Excusez-moi, s'il vous plaît. Maître, allez-y, finissez. C'est le diplomate qui vous parle. Je vous parle en tant que diplomate. Ça fait partie des missions des ambassades, de rencontrer toutes les personnalités, que ce soit la société civile, de toutes les formations politiques. Ce n'est pas que l'opposition, même les responsables du RDPC et même la majorité présidentielle sont rencontrés. Vous avez écouté l'un d'eux qui a été cité dans l'un de ces journaux à scandale. Je préfère le dire ainsi. On a cité un député de l'UPC, Bapolipot, qui a été invité aussi. Donc, c'est toutes les personnes. Et justement, ça fait partie des missions. Et justement, Edmond Kamgia, dans la mise au point, ils le disent, ils n'ont aucun parti pris. Oui, et justement, il faut préciser que c'est cet honorable Bapolipot qui, sur un plateau de télévision, a lancé cette information faisant état de ce que certains leaders de l'opposition avaient été invités à l'ambassade où ils avaient reçu de l'argent, et c'est après cela qu'on a vu donc cette sortie. Malheureusement, cette sortie était scandaleuse et l'ambassade des États-Unis a fait une mise au point. Ils ne soutiennent aucun candidat, ils n'ont jamais donné de l'argent à personne. Et je serais surpris qu'ils l'aient fait, parce que cela ne rentre pas dans les missions d'une ambassade de financer, de donner de l'argent à des responsables de partis politiques pour faire campagne. Alors, ils savent très bien quelles sont les limites de leur mission. Alors, Maître Sira, quelle est votre analyse de cette question-là? Est-ce qu'il ne faut pas penser que maintenant qu'il y a eu cette mise au point de l'ambassadeur et que l'un des journaux qui avait titré au départ que les trois leaders qui avaient reçu 2,7 milliards de francs CFA, je veux dire, le journal, la météo pour ne pas le nommer, lorsque ce journal a indiqué en début de semaine que les leaders avaient du mal à partager les 2,7 milliards de francs CFA, le même journal est revenu en fin de semaine pour indiquer que, bon voilà, il y a une mise au point de l'ambassadeur, enfin une espèce de droit de réponse. Est-ce qu'il faut considérer que maintenant l'incident est clos? Ou bien il devait avoir des suites judiciaires ou je voudrais tout d'abord revenir un peu sur le débat de fond, sur les questions que vous avez posées pour indiquer que je pense que mon confrère Achou ne peut pas faire preuve de naïveté
et que tout le monde sait très bien que les États-Unis, comme d'autres puissances, s'ingèrent dans la vie de notre pays, et j'allais dire à la demande de notre pays. Parce que ce sont les mêmes puissances qui interviennent à la demande du gouvernement camerounais sur les questions de sécurité, sur les questions de financement, soit directement, soit au travers des organisations dans lesquelles elles sont les principales contributrices. À partir de ce moment-là, la main qui donne s'arroge le droit de contrôler la façon dont les choses doivent se faire. Parce que n'oubliez pas que, à la façon dont le gouvernement va gérer les questions dans lesquelles il va être amené plus tard à faire appel aux organisations internationales, comme à cette façon-là, correspondra, qu'on le veuille ou pas, la responsabilité de ces organisations qui ont donc forcément le droit, d'une façon ou d'une autre, d'intervenir par les moyens qui sont parfois discrets et secrets qu'on ne voit pas, mais qui là, en l'occurrence, s'agissant de l'ambassade des États-Unis, est-ce l'ère Trump, avec cette façon décomplexée, désormais, d'afficher des choses que d'autres, autrefois, considéraient comme étant secrètes, est-ce une maladresse ou pas? Mais il ne faut pas être naïf, ces puissances, aujourd'hui, interviennent largement dans le fonctionnement de notre pays, à la demande même de notre État. Maintenant, sauf à penser qu'il s'agit, en l'occurrence dans cette affaire de financement, si on peut éventuellement penser que ces partis politiques peuvent être amateurs en ce qui concerne la politique, les États-Unis, c'est quand même une vieille démocratie, un vieux pays, et j'ai beaucoup de mal à imaginer que ce pays-là, à Yaoundé, en plein jour, puisse décider de remettre des sommes d'argent qui forcément vont finir par se savoir et impliquer de façon grossière et grotesque leur intervention, dont j'ai vraiment beaucoup de mal à l'imaginer. Moi, j'ai plutôt l'impression que on est, encore une fois, dans une situation où, vous savez, même dans certains pays, à partir d'un certain moment, en France, ça s'appelle les boules puantes, où les partis politiques essayent de déranger, de gêner les autres autant que possible pour de deux choses l'une. Soit les disqualifier, soit faire un écran de fumée qui va les amener à perdre du temps et de l'énergie à essayer de se défendre, pendant que, à côté, les vraies choses sont en train de se faire. Mais je veux terminer sur un autre point, sur deux autres petites choses, mais très rapides. La première, et là j'interpelle mon confrère pour lui dire, à partir du moment où vous êtes solidarisé dans une opération mesquine, pourquoi ne pouvez-vous pas vous solidariser dans quelque chose qui est positif et permettre l'inversion du rapport de force qui aujourd'hui, en l'état actuel des choses, vous est largement défavorable? La deuxième chose que je vais dire concerne les journalistes, c'est que moi je suis désespéré de voir la façon, la légèreté, la grande légèreté avec laquelle les journaux d'une façon globale tout à fait. Maître Sapi, cette histoire fait penser à une autre fumeuse affaire de 13 ou de 12 milliards, et moi comme gars c'était combien encore en rapport avec le cabinet Brent Trust qui 14 milliards. 14 milliards, voilà, que le professeur Moïse Kamto avait gagné dans l'élaboration du code pénal, entre autres. Maître Sapi, la question que je vais poser, est-ce que vous entendez saisir la justice ou attaquer ces journaux-là, ou bien vous dites, bon, ça vaut pas la peine, on va les laisser mourir de leur événement? Non, on ne va pas attaquer la presse parce que ça ne sert à rien. Voilà. Ces journaux-là ne nous rapporteront rien. Mais je voudrais être en désaccord avec mon distingué confrère, Maître Achou, sur l'intervention des puissances étrangères dans nos États africains, qui sont généralement dirigés par des dictatures. Nous avons vu comment le jeu d'intérêt a débarqué Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous avons vu comment une puissance occidentale s'est ingérée en Côte d'Ivoire dans la gestion de la crise, au point de financer une rébellion, de faire des négociations et ensuite de mobiliser l'Organisation des Nations Unies pour faire débarquer Gbagbo. Nous avons vu comment en Libye, Kadhafi a été assassiné. Nous avons vu le complot international manipulé par des puissances étrangères. C'est-à-dire que ces puissances-là, quand il faut qu'ils interviennent, ils interviennent. Et puis, je pense que si le gouvernement américain veut se débarrasser de M. Paul Biya, ce n'est pas avec 2,7 milliards. Ça ne leur prendrait même pas une journée. Ces gars, ils ont 300 militaires au nord. Ils ont donné des avions. Quelle puissance l'État du Cameroun a face au gouvernement américain? Je dis c'est ridicule ce qui a été écrit dans la presse. Et puis les Américains, c'est des messieurs extrêmement intelligents, ils connaissent nos lois. Ils savent
s'il faut soutenir quelqu'un, comment faire. Mais je crois que... Je vais reprendre quand même en compte une préoccupation de Maître Sira, la solidarité dans cet espace-là, et qui devrait également se transposer sur un autre espace. J'imagine qu'il voulait faire allusion à la question de la coalition des partis politiques de l'opposition en vue de faire barrage à l'élection du candidat du RDPC. Vous savez que c'est une vieille question. Si les stratégies des partis de l'opposition sont dévoilées aujourd'hui, vous connaissez le sort qui sera réservé à ces stratégies-là. Autrement dit, il faut les garder. Le gouvernement a commencé par chercher à noircir le professeur Maurice Kamto quand il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. C'est pour ça que cette histoire de 14 milliards est sortie. Et vous avez vu que le professeur Maurice Kamto n'a pas traîné en justice ses journaux. L'information est morte d'elle-même puisqu'il a déclaré ses biens et a indiqué l'origine de sa fortune. Donc, nous sommes, les partis politiques de l'opposition, les candidats à l'élection présidentielle, nous sommes en négociation avancée et puis le moment pour la coalition. Et je crois que le peuple camerounais, en qui nous avons foi, aura la primeur de l'information le moment venu. Ce qui n'est pas de nature à oui, c'est mettre à chou et puis... Oui, tout à fait, puisque au Cameroun, c'est pourri de partout. Au nord-ouest, ça ne va pas. Au sud-ouest, ça ne va pas. Au nord, ça ne va pas. À l'est, ça ne va pas. Alors, je pense qu'il est temps que M. Biya comprenne que son temps est passé et qu'il passe la main, comme les Camerounais le souhaitent. Non, pas du tout. Alors, Edmond Kambia, en 30 secondes, puisqu'on a la fin. En 30 secondes pour terminer. Edmond Kambia, je voudrais rassurer, n'est-ce pas, mes copanélistes et les téléspectateurs que les journaux camerounais ne sont pas tous des journaux de la poubelle ou de la fange. Mais sauf on ne peut pas mélanger les journaux sérieux avec les journaux, avec la presse à gage. Parce que les journaux dont il s'agit de la presse à gage. Les journaux sérieux, les quotidiens sérieux, vous les connaissez? Ils ne rentrent pas dans la poubelle. Alors, il y a des journaux qui respectent la déontologie et les règles professionnelles. Vous les connaissez, je n'ai pas besoin de les citer. En tout cas, le mien fait partie des journaux sérieux. On devrait certainement continuer à s'attendre à d'autres boules puantes, pour reprendre l'expression de Maître Sira. Dans les jours à venir, peut-être, Maître Diouf-Sachou, on est en contexte électoral, on a la veille d'une élection présidentielle et il semble que pour certains, tous les coups sont permis. Oui, vous savez, en matière politique, vraiment, certains coups sont permis, pas tout. Mais vous savez, lorsque... sur ce coup-là, quand même, vous estimez que c'est pas correct, c'est des coups en dessous de la ceinture. L'ingérence. Vous n'avez jamais entendu l'ambassadeur de la France ou de l'Angleterre ou bien des États-Unis déclarer en Côte d'Ivoire que nous voulons que Babo passe la main. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Ça se fait dans les coulisses. En diplomatie, je parle sur votre contrôle. Ça ne se dit pas en public. Lorsqu'on veut acquérir les informations, les États-Unis ont des meilleurs moyens d'acquérir les informations. On n'a pas besoin d'un ambassadeur pour le faire. On informe seulement l'ambassadeur. Mais l'ambassadeur n'est pas un porte-parole pour commencer à parler des choses, n'est-ce pas, de son pays. Peut-être si vous pouvez l'ambassadeur, laisse le parole au Camerounais, faites votre travail de diplomate. Mais nous sommes en matière de politique maintenant, de nos jours. Nous comptons sur le fait qu'il y aura les élections présidentielles d'ici peu. Bon, le RDPC va pour le moment, on n'a pas encore dévoilé notre secret. Ça va venir. Ok. Mais on attend les autres. Préparez-vous. Merci, messieurs. Maître Lavoisier Tsapi, on va sortir de l'émission. On va vous remercier d'être venu sur ce plateau. Avant de dire mon mot de fin, je voudrais, avec votre permission, exprimer un vœu. Je voudrais remercier ici le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, parce qu'il vous souvient qu'à l'une de vos émissions, j'ai évoqué le cas de 187 huissiers qui attendent les charges depuis 24 ans. Les informations à l'heure actuelle indiquent qu'une liste de 100 noms a été confectionnée par le ministre d'État, ministre de la Justice, pour que ces huissiers soient nommés, puisqu'il y a plus de 200 charges vacantes. Je voudrais tout simplement demander à monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, de faire que les 187 huissiers soient tous nommés. Et comme il y a certains qui sont à 2 ans, 5 ans de la retraite, parce qu'ils ont attendu trop longtemps, je voudrais également que le ministre de la Justice pense à proroger l'âge de service de ceux-là pour que les huissiers de justice qui vont être nommés en attente de charge, qui puissent exercer pendant un certain temps avant d'aller à la retraite. Mais maître, les huissiers peuvent le faire, vous n'avez pas besoin de le faire. Non, s'il vous plaît, ça rentre dans le cadre de nos missions. Je voudrais merci. Le SDF n'a pas besoin
de l'aide extérieure pour financer sa campagne. Le SDM n'a jamais sollicité, n'a jamais obtenu et ne demandera jamais. Les militants du SDF ont suffisamment de moyens pour financer et amener leurs candidats. Je sois aussi à la victoire de l'élection présidentielle de 2018. Bon, même s'il y a dans quelques problèmes comme ce cas à Bafoussam, on ne va pas revenir là-dessus. Merci. J'imagine que vous avez fait... On va faire la paix. Vous avez fait le dos rond sur le sujet. Merci, Maître Tsapi, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Maître Julius Sachou, d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur ce plateau. Edmond Kamga, infiniment merci d'être toujours fidèle. Maître Assira, infiniment merci d'être venu sur ce plateau et bon retour à Yaoundé. Merci. Nous disons également bon retour à Yaoundé à Bergeline Doumou qui était avec nous en première partie de cette émission de Droit des réponses. Merci à toutes les équipes techniques et à la rédaction d'Equinox Télévision. Retrouvons-nous certainement dans d'autres espaces pour continuer les échanges sur les questions d'actualité. Bon week-end à tous et à très bientôt.